À toutes et à tous, bienvenue donc à ce webinaire sur les nouveautés de Revit 2027. Hop là, l'agenda du jour, on va regarder ou on va revoir un peu les anciennes. Alors quand je dis les anciennes nouveautés, quand je dis retour sur les innovations récentes, c'est une petite rétrospective sur quelques nouveautés qui ont facilité l'utilisation du quotidien à Revit. Alors il y en a que, on va dire deux, j'en ai sensibilisé deux. Il y a une troisième nouveauté 2026 dont l'outil a été amélioré en 2027, donc on le verra à ce moment-là. On verra également les nouveautés de 2027, donc les nouveautés qui ont fait la grande réussite de cette version. Une expérience collaborative complète, donc on va regarder l'évolution et l'utilisation donc de formats data management essentiel, donc je précise bien, format board et optimiser votre productivité, donc avec des outils complémentaires. Alors, je me présente avant d'aller plus loin. Jean-Christophe Labille, donc je suis ingénieur d'application, formateur et consultant BIM au sein du groupe Altam. Donc, retour sur ce qui ont, entre guillemets, facilité le quotidien des utilisateurs, des utilisateurs pardon, de Revit sur la gestion des éléments multicouches. Sur Revit 2026 apporte une amélioration importante dans la gestion des éléments multicouches comme les murs, les toits ou les planchers composés. Jusqu'à présent, la création d'un élément composé nécessitait obligatoirement la présence d'une couche principale, ce qui était un peu compliqué, notamment quand on voulait faire des complexes de murs, orienter nos murs d'une certaine façon, ou nos éléments d'ailleurs, nos éléments d'autres, donc les toitures ou les planchers. Cette contrainte donc, pouvait compliquer certains workflows, notamment pour les éléments de finition, et obliger les utilisateurs à mettre en place des solutions de contournement pour gérer correctement la visibilité ou les jonctions. Désormais, Revit permet de créer donc des éléments multicouches sans couche principale. Cette évolution apporte davantage de flexibilité dans la création des types et faciliter la gestion donc, des différentes variantes au sein d'un même projet. En pratique, les utilisateurs gagnent en liberté de modélisation avec une meilleure représentation des éléments de finition et une gestion donc plus cohérente des compositions complexes. Donc cette nouveauté, alors c'est pas une nouveauté de maintenant, mais vraiment ce qu'il y a eu en 2026, simplifie donc la modélisation et permet de mieux adapter donc les éléments BIM aux besoins réels des projets. Donc ce qui est plutôt pas mal parce que du coup on peut vraiment modeler ou façonner l'assemblage des différentes couches de murs et des différents murs donc du projet. Autre nouveauté, alors c'est pas une grosse révolution en soi, mais c'était une nouveauté donc de 2026 sur la gestion des liens, notamment ce qui était un peu délicat dans les années précédentes et facilité sur les nouvelles versions. C'est-à-dire que sur Revit 2026, ils ont amélioré cette gestion donc des fichiers externes grâce à une nouvelle organisation des liens. Donc jusqu'à présent, les fichiers servant importés comme par exemple les DWG, les DXF, les DNG ou même les fichiers SketchUp ou d'autres types de fichiers étaient moins visibles dans le suivi global du projet. Désormais, ces fichiers apparaissent directement dans la gestion des liens. Donc, on a une petite case supplémentaire où on va pouvoir avoir donc des informations complémentaires sur ces fichiers, et, notamment un compteur qui permet également de visualiser rapidement le nombre total de fichiers liés dans le projet, ce qui pouvait être un peu problématique sur les anciennes versions, c'est-à-dire que il arrivait parfois qu'on insérait plusieurs fois le fichier et qu'on n'avait pas forcément le nombre de liens de ce fichier qui était inséré. Donc avec cette nouveauté, on a plus de visibilité donc quant à l'affichage et l'utilisation donc des liens dans la maquette. Cette nouveauté, donc, comme je disais, donc cette nouveauté améliore la visibilité, le suivi et maîtrise des fichiers liés. Donc, on a une gestion de projet BIM plus propre et plus efficace. Alors,
Autre nouveauté, alors je dirais que c'est une nouveauté qui englobe un peu 2026 et 2027, c'est-à-dire les murs hébergés. Quand j'ai dit c'est une nouveauté 2026 et 2027, c'est qu'ils ont refaçonné en gros en fait Autodesk a refaçonné l'utilisation des murs hébergés donc en 2026 et ils ont amélioré l'outil donc en 2027 donc ce qui génère entre guillemets une nouveauté essentielle quant à l'utilisation donc de la composition. C'est-à-dire que Revit, enfin du moins Autodesk a introduit donc une nouveauté hein, qui était attendue, donc les murs hébergés. Cette fonctionnalité donc simplifie considérablement la création des doublages, des finitions ou des parois acoustiques. Au lieu de créer deux murs indépendants qu'il faut donc réaligner manuellement, donc avec les outils qu'on connaît tous, notamment, le mur secondaire devient directement dépendant du mur principal. Donc on a une nouvelle fonctionnalité qui nous permet directement de lier les deux murs. L'avantage est qu'il suit automatiquement toutes les modifications du mur porteur. Donc sur le mur, en fait, quand je dis le mur porteur, donc le mur d'accroche, hein, plus exactement. Quant au déplacement, aux rotations ou au changement de géométrie. Donc cela évite les désalignements et réduire fortement le temps de mise à jour lors des modifications du projet. Donc ce qui est plutôt pas mal dans le sens où quand on va vouloir modifier en fait son mur, bah, le mur haute, on va dire, bah, le mur qui est accroché à cette référence va suivre justement l'interprétation de ce mur. Donc la gestion des ouvertures est également simplifiée. Lorsqu'une porte ou une fenêtre est ajoutée donc dans le mur principal, il va automatiquement donc percer le mur, on va dire, de base et les murs hébergés. Il n'est donc plus nécessaire de créer des réservations ou des vides ou éventuellement refaire ces ajustements pour que, donc manuellement, pour qu'ils puissent percer l'ensemble des couches. Euh, le mur hébergé reste un véritable élément BIM, donc il peut être décalé avec précision, apparaître donc dans les nomenclatures et peut être filtré et géré comme n'importe quel autre mur du projet. Donc au final, cette nouveauté améliore la fiabilité des maquettes, limite les erreurs de coordination et fait gagner un temps précieux sur des projets comportant de nombreux doublages aux finitions. Alors je vais vous faire une petite démo par rapport à ça. Alors c'est très rapide, hein, mais c'est juste pour vous montrer un peu ce que je vous explique, hein. On va passer sur Revit. Alors ce que je vais faire, je vais créer un nouveau projet. Ça sera beaucoup plus simple de le montrer ici. Alors, c'est-à-dire, voilà, donc quand je vais tracer mon mur, alors bon, là, je vais pas partir dans un complexe de murs, je prends juste deux types de murs, histoire de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais juste mettre un peu de couleur, comme ça sera plus visuel. On va partir sur quoi? Voilà, un mur générique, on va partir sur ça, on va dire qu'on va jusqu'au niveau 1. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que là, je vais tracer un mur, donc qui va être mon mur d'hôte. Je vais prendre un autre type de mur. Tiens, je vais prendre de la brique histoire de. Ouais, pardon. Je vais revenir sur ça. Voilà. Je vais retracer un autre mur. On va prendre par exemple de la brique. Et là, on aura donc du coup des fonctions et notamment celui-là, donc placé éventuellement par segment. Alors, je vais peut-être le remettre aussi en contrainte jusqu'au niveau 1. Je vais demander de placer par segment et là je vais avoir donc des outils, notamment les contraintes. Et donc on va retrouver donc le fameux mur hébergé. Donc là j'ai la possibilité de le positionner. Donc en gros je vais sélectionner la référence d'hôte et je vais pouvoir donc le positionner côté extérieur si besoin. L'avantage, c'est que alors ce qu'il y avait dans les anciennes versions, c'était quand je déplaçais en fait mon mur, le mur, donc le mur d'hôte, le mur donc d'accroche ou le mur hébergé ne suivait pas le mur. Donc soit il y avait un espace entre les deux, soit il se déplaçait pas ou il ne glissait pas en même temps que l'autre mur. Là, si je déplace le mur d'hôte, vous voyez que le mur d'accroche ou du moins le mur hébergé suit convenablement donc le mur d'hôte. Donc, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça permet vraiment d'avoir une facilité de mouvement, de déplacement et de modification au niveau du projet.
Donc là, on va arriver sur les grandes nouveautés, notamment de Revit 2027, hein. Donc la première grosse nouveauté qui est l'Autodesk Assistant. Donc l'Autodesk Assistant, il s'agit d'un assistant d'ailleurs conversationnel directement intégré au logiciel qui permet donc d'interagir avec Revit en langage naturel. En gros, c'est un chatbot en fait. C'est comme un chat GPT, un Claude, un Copilot. Enfin bon, je vais pas tous les citer. Vous avez compris le principe. En gros, c'est un chatbot qui vous permet tout simplement de poser des questions. Donc concrètement, au lieu de rechercher une commande dans les menus ou de consulter la documentation ou d'aller sur divers sites pour chercher telle ou telle manip ou utilisation du logiciel. Il suffit de poser une question ou d'écrire l'action souhaitée donc dans le chatbot ou dans Autodesk Assistant. Donc cet assistant apporte quatre grands bénéfices. Tout d'abord, il peut analyser la maquette BIM et répondre donc aux questions sur le contenu du projet, comme par exemple le nombre de portes, les paramètres d'un élément ou encore les informations présentes dans le modèle. Il est également capable d'automatiser certaines tâches répétitives, comme la création de nomenclature ou la gestion des feuilles ou encore les exports, ce qui représente un réel gain de temps dans la productivité du projet. Il offre également un accès immédiat à l'aide officielle Autodesk, donc directement dans Revit, vu qu'il est intégré sur l'interface en fait de votre Revit. Donc, il est capable de proposer des recommandations et des suggestions en fonction du contexte et des tâches que vous réalisez. Euh, pour comprendre le modèle et exécuter en fait ces actions de manière fiable, Autodesk en fait s'appuie sur le protocole MCP, donc qui permet à l'assistance de dialoguer intelligemment avec donc votre ou du moins avec la maquette BIM. Les utilisateurs peuvent également enregistrer leurs requêtes. Donc quand je dis les requêtes les plus utilisées ou les plus utiles en tout cas dans le fonctionnement ou dans le mode opératoire de l'agence ou de l'utilisation de l'utilisateur, hein. Et donc afin de standardiser donc certaines procédures et de partager donc du coup ces procédures au sein de l'équipe parce qu'on pourrait également les partager. Même si cette fonctionnalité est encore en phase de développement parce que c'est une nouveauté, une grande première donc dans l'avancée, dans l'utilisation de l'outil Revit, elle montre clairement la direction prise par Autodesk, donc intégrer l'intelligence artificielle hein, au cœur de Revit pour optimiser les tâches à faible valeur ajoutée et permettre aux utilisateurs de se concentrer davantage sur la conception du projet. Donc, vous avez vraiment un réel gain en fait sur la productivité, puisque ça permet de refaçonner ou de revoir la conception en fait de Revit. Ça apporte une nouvelle touche en fait sur la conception. Alors, je vais vous faire une petite démo là-dessus pour vous montrer un peu. Hop là. On va essayer de changer. C'était ici. Autant pour moi. On va le faire ici. On va revenir sur ce projet. Donc, c'est un outil que vous allez retrouver notamment au niveau de votre interface. Donc, vous pouvez, en l'activant, c'est une nouvelle fenêtre, pareil, une fenêtre flottante que vous pouvez verrouiller autre. Alors, ce que je vais faire, je vais retirer la palette des propriétés, parce que j'en ai pas besoin. Comme ça permettra de mieux voir cet écran. Donc, par exemple, si jamais, alors c'est toujours le cas, c'est-à-dire que quand on est, comment dire, face à notre projet, on a des interrogations quant à l'utilisation de l'outil ou on a un certain besoin et on va faire comme ce qu'on fait tous, hein, aller sur Internet, sur Google, sur YouTube ou d'autres plateformes pour faire donc nos différentes recherches ou éventuellement solliciter un collègue. Là, l'avantage, c'est qu'on a un assistant permanent. Donc, cet assistant, on va pouvoir le consulter et lui poser des questions. Par exemple, je peux lui dire tout simplement où se trouve l'outil, on va dire quoi, allez, l'outil toi, et comment l'utiliser.
Donc là, en lançant donc la conversation, il va analyser donc la maquette. Il va, au-delà d'analyser la maquette, il va analyser donc l'aspect global de Revit et va m'apporter une solution. Donc ce qu'on aurait fait, c'est ce qu'on aurait fait justement avec les autres outils donc IA comme ChatGPT ou Gemini. Et donc, il va me donner donc voilà des directives en me disant bah, voilà comment créer en toi ou éventuellement où trouver l'outil. Ouais, donc où trouver l'outil. L'outil toi se trouve dans l'onglet architecture du ruban, donc l'onglet architecture du ruban et je retrouve l'outil toiture. Pareil, il va décortiquer l'ensemble des outils toit et me proposer donc des solutions sur chaque outil. Et à la fin, il va même me proposer, si vous regardez tout en bas, bah, il va me proposer des sources donc de consultation. Donc ça peut être ouais, comment dire, des sources ou des ressources liées à l'Autodesk Help, donc l'aide Autodesk. Pareil, je vais pouvoir, par exemple, aller sur quelque chose de plus complexe. C'est-à-dire, je pourrais lui demander, par exemple, de me générer une nomenclature. Par exemple, si je lui dis génère une nomenclature de fenêtre, hop là, petit point. Je souhaite les champs. On va lui dire comment on souhaite notre nomenclature. Donc, dans cet ordre. Alors, j'ai mis un espace supplémentaire, je pense. Hop là. Et là, je vais pouvoir donc le définir comment je souhaite. Donc, par exemple, on va dire par niveau. Famille. Par type. Largeur. Ouais, et hauteur. Et je vais même aller plus loin, je vais lui demander, regroupe, je vais demander de les regrouper, tiens, regroupe-les par, et là je vais bien préciser niveau. Voilà, donc là pareil, je vais lancer ma requête, donc ma petite conversation, il va analyser, toujours dans le même principe, il va analyser le fichier, voir ce qui a été modélisé, et me générer donc du coup une nomenclature donc, dans l'arborescence du projet. Donc, voilà. Donc si on regarde, normalement, il a déjà traité la donnée. Donc, si on regarde dans la liste, non, pas encore. Ah, c'est bizarre, il ne le trouve pas. Alors, bon, je vais relancer. Il arrive parfois qu'il peut bugger aussi, hein. Génère une nomenclature. Tête. Hop, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc, il a dû avoir un petit bug au niveau de la lecture du plan. Ce qui peut arriver, n'hésitez pas quand ça vous arrive de relancer justement, de relancer la manip. Et donc voilà. Donc, il m'a bien généré donc la nomenclature de fenêtre. Donc, on voit bien ici nomenclature. Et donc, j'ai bien ce que je lui ai demandé. Donc, de me générer par niveau, famille, type, longueur, enfin largeur, hauteur, pardon et de me les regrouper donc par niveau. Donc je retrouve bien les fenêtres du niveau 0, du niveau 1 et du niveau 2. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez comme ça voilà, formaliser donc votre demande. Ça peut être une aide utile donc sur justement les tâches répétitives, sachant qu'on a pour par moment X nomenclature à créer. Donc, c'est des automatismes que l'on peut enregistrer et réutiliser sur n'importe quel projet. Donc, ce qui vous permet de gagner quand même vachement de temps sur la production de vos projets. Alors, juste demander à la personne qui a le micro d'ouvert de bien le couper, s'il vous plaît. Merci. Euh, donc, autre nouveauté. La numérotation basée sur des règles. Donc ça, c'est la grande nouveauté que tout le monde attend depuis
plusieurs années. Alors, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Alors, je sais pas qui a son micro d'allumé, mais si vous pouvez le couper parce qu'on vous entend en fond. Merci beaucoup. Donc je disais voilà, donc c'est l'une des grandes nouveautés attendues depuis plusieurs années sur l'outil Revit, hein, c'est de pouvoir générer donc de la numérotation. Donc cette numérotation est basée sur des règles. Jusqu'à présent, la numérotation des éléments était souvent manuelle et devait être reprise après chaque modification de projet. Donc on a pu, je pense que tous les utilisateurs ont dû justement avoir on va dire ce parcours de changer. Donc, par exemple, quand on fait un plan de parking, quand on fait un plan hospitalier ou d'hôtellerie, on a des numérotations et que les plans changent et qu'on demande à changer les numéros, eh ben, sans utiliser d'outils tierces ou complémentaires externes à Revit, ben, on est obligé de tous retaper à la main. Donc désormais, il est possible de définir donc des règles qui automatisent entièrement ce processus. Les règles peuvent s'appuyer sur des filtres. Donc, quand on parle de filtres, donc ça peut être sur des catégories ou des paramètres du modèle. Il est également possible de définir des propriétés entre plusieurs règles et de personnaliser le format des numéros, par exemple en ajoutant des préfixes, des suffixes ou en choisissant le nombre de caractères. Donc, on peut vraiment façonner sa numérotation avec des règles donc bien établies et des paramètres bien définis. Donc le système en fait est très flexible puisqu'il permet de créer donc des séquences de numérotation indépendantes. Donc on peut les faire par exemple par niveau, par local ou selon tout autre paramètre du projet. On peut même le faire aussi par rapport à certaines zones. Donc par exemple vous allez en aile ouest, en aile sud, vous pouvez aussi définir la numérotation de chaque zone. Euh, et si nécessaire, certaines valeurs peuvent toujours être ajoutées manuellement sans remettre en cause donc la logique globale. C'est-à-dire que si jamais demain on vous demande de rajouter une information dans l'usage ou l'utilisation de la numérotation, vous pourrez le rajouter pour mettre à jour justement votre numérotation. Euh, Le système est très flexible puisqu'il permet de créer donc des séquences de numérotation indépendantes sur la gestion en fait selon donc les projets parce que chaque projet est différent et donc vous aurez des numérotations différentes d'un projet à un autre. Sauf si après vous avez des règles bien établies et que vous êtes à l'initiative du projet et que vous avez donc du coup votre numérotation définie que vous pourrez bien évidemment réutiliser sur d'autres projets. Donc le principal avantage est de garantir une numérotation cohérente tout au long du projet, même lorsque la maquette évolue. C'est-à-dire que quand on va passer d'une phase à une autre, ou bien quand on va changer de méthode, on va pouvoir donc mettre en cohérence l'ensemble des données très rapidement. Cela réduit donc considérablement le temps passé à renuméroter donc les éléments et limite les erreurs de coordination entre les annotations, notamment les nomenclatures et les plans également, parce que c'est vraiment un système lié sur l'ensemble du modèle BIM. Donc c'est un véritable gain de productivité et de fiabilité pour les équipes BIM. Autre nouveauté également, toujours concernant la numérotation, mais cette fois-ci la numérotation des marges. Pareil, c'était un réel besoin afin de distinguer en fait les marches, on va dire, visibles et les marches masquées quand on arrive donc d'un niveau à un autre. Bah, du coup, on a cette possibilité de différencier donc via la numérotation les différentes marches. Euh, donc, on a une nouvelle gestion en fait sur la gestion de cette numérotation. Jusqu'à présent, il était nécessaire d'ajouter ou de modifier les annotations manuellement pour respecter donc les standards graphiques. Désormais, la numérotation devient un véritable objet paramétrable. Donc, on peut vraiment tout paramétrer là-dessus, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça permet vraiment de façonner selon donc les différentes agences, hein, bien évidemment, donc sa numérotation. Donc, les numérotations de marge disposent donc de propriétés de type, ce qui permet de personnaliser en fait facilement leur apparence, donc la police, la taille, la couleur ou même le style. Euh, les agences peuvent
ainsi créer leurs propres standards et les appliquer automatiquement donc à tous les projets. Donc c'est quelque chose aussi qu'on pourra définir dans un gabarit de projet. Autre nouveauté importante quant à cette gestion, c'est la gestion donc des lignes de coupe, c'est-à-dire qu'il est désormais possible d'afficher différemment donc les numéros situés au-dessus ou en dessous de la ligne de coupe, donc voire de les masquer également, donc de masquer certains d'entre eux pour améliorer donc la lecture et la lisibilité du plan. Revit intègre la numérotation des marches à la commande. Alors quand je dis à la commande, c'est en utilisant l'outil plus exactement, parce que on va plutôt parler d'outils, étiqueter donc tous les éléments sans étiquette. C'est-à-dire qu'on aura la possibilité en un seul clic, si jamais vous avez plusieurs escaliers qui ne sont pas numérotés, donc les trajectoires d'escalier et les numéros donc de marche seront donc ajoutés automatiquement, donc ce qui réduit aussi considérablement la manipulation répétitive. Donc, ce qui peut arriver, parce que quand on crée un escalier, la numérotation ne se génère pas automatiquement. On doit le rajouter après coup. Donc là, si jamais on dessine 10 escaliers dans le projet, au lieu de les rajouter manuellement escalier par escalier, on aura donc la possibilité de venir l'intégrer directement donc via l'outil étiqueter tous les éléments sans étiquette. Donc au final, cette évolution permet donc de reproduire des plans d'escalier plus lisibles, plus homogènes et conformes donc aux standards graphiques définis donc soit dans la convention, soit par rapport à la charte de vos agences respectives, tout en réduisant donc le temps consacré aux annotations. Donc ça permet vraiment de gagner du temps sur la productivité, notamment donc la productivité des annotations des escaliers. Donc l'amélioration des lignes de repère. Donc sur la version 2017, l'outil, on va dire, est amélioré. Donc il y a une amélioration de l'outil au quotidien. Même si cette évolution peut sembler discrète, elle apporte un vrai gain de confort lors de la production des plans. C'est-à-dire que jusqu'à présent, lorsqu'un élément du modèle était modifié ou qu'une annotation était déplacée, les lignes de repère pouvaient changer de position de manière imprévisible. Donc cela obligeait souvent à reprendre manuellement les annotations pour conserver des plans propres et lisibles. Donc là, avec cette nouveauté, justement, les lignes de repère deviennent beaucoup plus intelligentes. Les points d'ancrage restent stables, même lorsque le modèle évolue. C'est-à-dire que quand vous allez modifier votre projet, les lignes, normalement, vont conserver leur définition. Et les nouveaux modes d'accroche donc facilitent l'alignement donc des étiquettes avec les éléments donc du projet. Le résultat est une meilleure qualité graphique des plans, donc moins de retouches manuelles et un gain de temps pareil appréciable donc dans la productivité parce que ça évite de revenir à chaque fois sur telle ligne pour le réajuster. Là, il suit le modèle, notamment en fin de projet lorsque les modifications sont nombreuses notamment. C'est une amélioration qui ne révolutionne pas Revit, hein, c'est pas une grande révolution, mais qui simplifie réellement le travail et la production au quotidien de chaque utilisateur. Autre nouveauté, toujours liée justement sur les annotations, là ça sera plus sur l'étiquetage multicatégorie. Donc Revit 2027 améliore cet outil en intégrant pleinement au workflow de documentation. Et alors jusqu'à présent, il fallait souvent sélectionner manuellement le type d'étiquette en fonction des éléments à noter. Désormais, il est possible de définir une étiquette multicatégorie, pardon, comme valeur par défaut, ce qui simplifie considérablement le processus. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser un certain nombre de paramètres qui vont me permettre donc de recentrer l'information sur plusieurs catégories différentes. Donc là, dans l'exemple, on voit bien qu'on a exactement les mêmes données au niveau donc des fenêtres et des portes. J'aurais très bien pu aussi avoir ces données sur les murs ou d'autres éléments. Donc ce qui est plutôt pas mal en termes de production, parce qu'au lieu de créer X étiquettes, ben, j'en aurai qu'une seule qui sera
adapté selon la catégorie appliquée. Donc, cette évolution est particulièrement intéressante lors de l'utilisation de la commande, donc tout étiqueté. Revit est désormais capable d'annoter automatiquement les éléments appartenant donc à différentes catégories, même dans des projets complexes, tout en appliquant d'ailleurs les paramètres définis par l'utilisateur. Donc, en gros, vous définissez vraiment vos paramètres hein, lors de la conception des étiquettes. Donc ça, je pense que vous savez comment ça gère. Et ces informations donc vont être automatiquement renseignées par rapport à l'objet ou à la catégorie plus exactement pointée. Le résultat est une documentation plus homogène, donc avec moins d'oublis et moins de retouches manuelles. Par là, on est toujours sur, comment dire, on est toujours sur le gain en termes de productivité, c'est-à-dire qu'on essaie toujours de gagner un peu de temps. Alors, bien sûr, on va pas gagner 10 heures de production, mais ça nous permet toujours de faciliter en fait le quotidien de chaque utilisateur et l'approche qu'on pourrait avoir donc au niveau des projets. Donc, les équipes peuvent également intégrer ces réglages directement dans leur gabarit, parce que c'est des réglages qu'on peut avoir dans les gabarits de projet afin de garantir donc une charte graphique cohérente sur l'ensemble des plans. Au final, cette amélioration permet de gagner du temps, de fiabiliser en fait la production des documents et de standardiser les annotations sur tous les projets. Autre nouveauté qui est basée sur le contrôle des épaisseurs de ligne des modèles liés. C'est-à-dire que quand on insérait un modèle lié, donc on allait justement dans la configuration, donc dans les paramétrages d'affichage, donc des liens Revit, et on venait modifier élément par élément l'affichage de certains éléments. Là, on a la possibilité, donc en gros, Revit apporte une amélioration importante pour les projets collaboratifs grâce à un meilleur contrôle donc des épaisseurs des lignes du modèle lié. C'est-à-dire jusqu'à présent, il était fréquent de constater des différences d'affichage entre le modèle hôte et le fichier, par exemple un fichier structure, un fichier CVC, ou électricité, ouais, électricité, ce qui nécessitait souvent des modifications dans le fichier et des partenaires, enfin du moins des personnes extérieures. Désormais, il est possible de choisir en fait si les modèles liés utilisent les épaisseurs des lignes du projet hôte ou conservent, c'est défini dans leur fichier d'origine. Donc cette option est directement disponible dans les paramètres de visibilité graphisme sans avoir à modifier le fichier lié. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut apporter et qu'on peut identifier dans nos paquets. C'est-à-dire que cette nouveauté simplifie la coordination entre les disciplines tout en garantissant une présentation homogène des plans. Donc on peut vraiment comme ça avoir quelque chose de propre à l'affichage, c'est-à-dire bien définir ce que l'on définit ou ce que l'on modélise et bien définir ce qui est modélisé par d'autres bureaux d'études. Donc, on va dire qu'en gros, les BIM managers ou les chefs de projet ou les référents, on va dire, comment dire, de la maquette, gardent ainsi le contrôle de par la balance finale des livrables en fait demandés, tout en respectant donc le travail des différents intervenants. Donc, c'est un gain de temps qui est appréciable pour justement la production des documents et une amélioration de la qualité graphique des projets collaboratifs. Donc ça permet vraiment hein, d'avoir une meilleure lecture de l'ensemble du projet avec les différents corps d'état intégrés dans la maquette. Alors, autre nouveauté, alors c'est plutôt une nouveauté sur l'ergonomie des options dans Revit, c'est-à-dire que Revit 2027 apporte une évolution majeure donc de son interface avec la disparition de la barre d'options. Donc, par exemple, quand on lançait l'outil mur, on avait toute une palette de commandes qui venaient s'intégrer sous l'onglet. Euh, Désormais, il a été intégré
d'une façon différente, de manière à regrouper l'ensemble des données sur un seul côté de l'affichage, on va dire, de l'interface Revit. Donc l'objectif est de simplifier en fait l'utilisation du logiciel et de rendre les commandes plus intuitives. Euh, donc là, je vais changer de slide, donc comme ça vous verrez un peu. Donc jusqu'à présent, les paramètres étaient répétitifs entre la barre d'options, le ruban et la palette de propriétés notamment. Désormais, tout est regroupé à deux endroits, c'est-à-dire on a le ruban contextuel. Alors je vais peut-être revenir, histoire de vous montrer l'avant-après, quand ce que... Hop là, pardon, j'étais un peu trop vite. Voilà. Euh, donc, qui rassemble les options donc, je disais, liées à l'outil en cours d'utilisation et la palette donc des propriétés qui centralise les paramètres des éléments sélectionnés. Donc, on voit qu'on a vraiment une centralisation de l'ensemble des outils en fait sur la conception de l'outil lancé. Donc cette nouvelle organisation réduit les déplacements entre les différentes zones de l'interface, vu que tout est regroupé, donc accélère les manipulations et rend donc le logiciel plus facile à prendre en main, notamment pour les nouveaux utilisateurs. Donc les nouveaux utilisateurs de Revit. En résumé, cette refonte améliore donc le confort d'utilisation au quotidien en proposant en fait une interface plus claire, plus cohérente et plus efficace. Donc on a vraiment, c'est comme aujourd'hui au niveau des véhicules, on essaie d'épurer le tableau de bord. Ben, c'est le même principe, c'est-à-dire ils essayent d'épurer ou de manière à sensibiliser les utilisateurs, on va dire les anciens utilisateurs et les nouveaux utilisateurs sur une ergonomie plus facile à prendre en main. Alors, autre nouveauté sur les performances graphiques accélérées. Alors pareil, c'est pas une grosse révolution, mais ça aide au quotidien. C'est-à-dire que Revit 2027 franchit une étape donc importante en matière de performance grâce à son nouveau moteur graphique accéléré, donc par le GPU, désormais prêt pour une utilisation en production. C'est-à-dire, l'objectif est d'offrir une expérience beaucoup plus fluide, notamment sur les maquettes BIM de grande taille. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quant à l'utilisation de certaines commandes, notamment dans les vues 3D, vous avez des vues qui sont soit un peu saccadées, soit vous avez des pertes d'affichage. Ben, concrètement, la navigation dans le modèle ben, là, le graphique accéléré va permettre donc une navigation du modèle plus rapide, des zooms, les panoramiques, les rotations plus fluides et les modifications dans les vues 2D et 3D donc qui s'afficheront quasiment en temps réel. Donc sans justement cette longueur. Alors c'est pas non plus, on va pas attendre 10 minutes à ce que ça se recharge, mais il y a toujours une petite latence quand on vient bouger le projet ou quand on vient d'ailleurs sur une vue 3D l'orienter sur une vue différente. Donc on va perdre en fait moins de temps à la recherche. C'est-à-dire cette nouvelle architecture améliore également donc l'affichage des éléments graphiques. On aura aussi des filtres, les apparences, les demi-teintes ou encore les phases, donc ils sont gérés directement par la carte graphique tout en respectant fidèlement les paramètres de la vue. Cette évolution, en fait, bénéficie particulièrement aux projets collaboratifs. Parce que quand on est en collaboration, bah, du coup, on va avoir plusieurs plans, des maquettes liées, des fichiers qui seront notamment sur des serveurs et autres. Et donc, ça va permettre comme ça d'avoir une approche un peu plus fluide en matière de visualisation. Euh, Même avec plusieurs modèles liés. Donc Revit reste réactif, enfin, du moins en tout cas avec le graphisme accéléré, Revit donc reste réactif et permet de gérer l'affichage de chaque lien de manière indépendante, donc sans dégrader la performance. Donc ce sera beaucoup plus agréable en fait, le plan sera beaucoup plus agréable à regarder. Cette amélioration donc, offre une navigation plus fluide, une meilleure réactivité et un véritable gain de confort
pour les utilisateurs travaillant donc sur des projets complexes. Alors, je vais vous montrer ça, on va faire une petite démo rapide là-dessus. On va le faire ici. Tiens, on va reprendre cette maquette-là. On va se mettre sur la vue 3D pour vous montrer. Alors, vous voyez que, par exemple, là, je suis sur le modèle 3D. Et quand je vais le tourner, vous voyez que là, j'ai un certain nombre de hachures. Et quand le graphisme, en fait, n'est pas activé, bah, quand je vais tourner le plan, vous voyez que ces hachures disparaissent. Bah, tout simplement parce qu'il va réduire en fait pour optimiser sa performance de rotation, bah, il va retirer les éléments, on va dire, qui ne sont pas nécessaires à l'affichage pour permettre donc d'optimiser en fait la rotation. Et donc c'est ce qui se passe quand je tourne justement l'orientation du ViewCube. Si jamais j'active ici les performances, vous voyez que là, je conserve en fait le graphisme. Donc toutes mes lignes, on va dire mes lignes de hachure, restent à l'affichage. Pareil, alors je vais désactiver ça. Ça, je vais retirer ça et je vais remettre ma vue. Pareil pour justement quand on vient faire une zone de coupe. Quand on vient faire une zone de coupe, quand c'est pas activé, ben on va couper dans la maquette, mais on ne sait pas où on va atterrir. On n'a pas de visuel en fait sur ce qu'on va faire. Donc c'est une fois lâché qu'on voit où on coupe, à part si on se met sur une vue en plan et on se dit bah tiens je vais m'arrêter juste devant le mur. Et là oui je sais que je suis arrêté juste devant le mur. Mais sinon, sans ça, sur la vue 3D, on n'est pas forcément très précis quant à la coupure. Si maintenant je refais le même principe, mais cette fois-ci en demandant d'activer donc le graphisme accéléré. Donc cette fois-ci, quand je vais venir couper en fait au niveau du bâtiment, bah là je vois visuellement, alors je vais zoomer un petit peu plus comme ça sera. Voilà. Je voilà, ce qui m'a fait. Voilà. Donc je vois un petit peu plus. Donc ce que je fais, et là je peux dire bah tiens je m'arrête juste devant la cuisine ou je coupe dans la cuisine et j'arrive dans le salon. Voilà, visuellement je vois l'impact qu'il y a dans le plan et cela sur toutes les faces du projet. Donc je sais concrètement où m'arrêter au niveau de la coupure. Et là si j'ai envie de m'arrêter juste devant le mur, voilà, bah là je peux m'arrêter juste devant le mur. Ensuite, autre modification qui concerne notamment Dynamo. Donc, Dynamo intègre le corps, donc le 4.0.2, donc une évolution majeure qui améliore donc les performances. Donc, on a de la stabilité et la gestion des scripts d'automatisation. Donc, cette mise à jour s'adresse aussi bien aux utilisateurs de Dynamo qu'aux BIM managers qui déploient justement des workflows à grande échelle. Alors, pas que des BIM managers, parce que c'est vraiment pour l'ensemble des utilisateurs de Revit de manière générale. Donc Dynamo repose désormais sur une architecture plus moderne avec le support donc NetDis et de Python Net 3 d'ailleurs, offrant une meilleure compatibilité avec l'API Revit et une exécution plus fiable des scripts. Donc les performances ont également été optimisées, notamment pour les traitements géométriques complexes. Les graphes sont plus rapides à exécuter et plus faciles à organiser grâce au groupe repliable. Cette version en fait renforce la gouvernance des scripts entre entreprises pardon, pas entre entreprises, en entreprise. Et les BIM managers peuvent mieux contrôler les emplacements des scripts et les packages. C'est ce qui sécurise en fait le déploiement des standards des outils utilisés donc par les différentes équipes. Donc Dynamo 4.0.2 est plus performant sur cette nouveauté de Revit 2027. Elle est plus fiable et mieux adaptée donc à une utilisation professionnelle à grande échelle.
Pareil, si on reste toujours sur la performance, on a le passage donc à Net10. Donc c'est une évolution technique qui renforce en fait les performances et la fiabilité du logiciel, donc pour rendre le logiciel encore plus stable. Même si cette nouveauté est peu visible, parce que c'est pas quelque chose qu'on palpe naturellement par utilisateur. Donc elle constitue une base importante pour l'ensemble de l'écosystème Revit. Donc, grâce à cette nouvelle architecture, les logiciels donc, bénéficient d'une meilleure gestion des ressources, d'une stabilité accrue et d'une sécurité renforcée. Les plugins et les outils développés donc, par des éditeurs tierces profitent également de cette évolution avec des exécutions plus fluides et un risque réduit donc des plantages. Donc, ce qui permet vraiment d'avoir un système et un logiciel beaucoup plus stable à l'utilisation et moins ouvert au crash. La nouveauté, autre nouveauté d'ailleurs sur la durabilité et éco-concept, donc le format Carbon Insight, hein, donc pareil, hein, Autodesk Format va regrouper un ensemble d'outils dans la composition. Et cet outil donc intègre l'analyse carbone directement donc dans le processus de conception. Donc l'objectif est de ne plus attendre la fin du projet pour évaluer son impact, hein, donc son impact environnemental, hein, mais dispose d'indicateurs qui vont tout au long de la conception vous dire si votre projet est viable ou pas, selon justement les recommandations requises. À chaque modification donc, du modèle, qu'il s'agisse d'un matériau, d'une géométrie, les indicateurs carbone en fait sont mis à jour. Donc les concepteurs peuvent ainsi mesurer immédiatement l'impact de leur choix et orienter leurs décisions vers des solutions plus durables. Donc ce qui est plutôt pas mal, sachant qu'aujourd'hui maintenant on essaye toujours de faire des construction en concordance avec justement les nouvelles réglementations. Donc ça permet vraiment de sensibiliser dès le départ son projet sur justement les bons matériaux à adopter pour définir donc les projets. Pareil, on va retrouver d'ailleurs dans ces nouveautés, on va retrouver dans l'utilisation de Revit, hein, on va retrouver dans les matériaux les paramètres carbone. Alors, on va pas les retrouver notamment sur tous les matériaux, mais on va quand même les retrouver sur certains matériaux. Donc jusqu'à présent, ces informations pouvaient souvent, en fonction des paramètres, parce qu'il fallait éventuellement se créer des paramètres partagés et renseigner donc des données. Euh, donc là, il est potentiellement possible de partager donc via certains matériaux ces données-là, donc ces données carbone au travers du projet. Donc chaque matériau en fait peut contenir des informations environnementales comme sa source de données, sa catégorie ou encore ses coefficients d'émission de carbone. Donc c'est plutôt ça qui est intéressant, c'est plutôt la partie carbone. Cette approche facilite donc le calcul de l'empreinte carbone du bâtiment et garantir donc une meilleure fiabilité des analyses. Donc en gros en concordance avec ce qu'on a vu juste avant. Donc cette évolution s'intègre parfaitement avec Format Carbon Insight, hein, qui exploite directement donc ces données pour évaluer l'impact environnemental du projet. Donc chaque utilisateur ou du moins les concepteurs disposent ainsi donc d'indicateurs plus précis pour comparer justement les matériaux et orienter donc leur choix vers des solutions plus durables et environnementales donc liées au projet. Alors, là, on arrive sur la partie justement gestion format data management. Alors essentials, donc je précise bien parce que il y en a deux. Il y a format data management et format data management essentiel, qui sont tous deux la même chose, mais sauf que vous aurez sauf que pour data management essentiel, vous avez moins, comment dire, vous aurez moins de d'outils. Voilà.
Autodesk fait évoluer l'accès à la collaboration avec l'intégration de formats, Data Management Essentials, dans tous les abonnements Revit. C'est-à-dire cette évolution simplifie considérablement la gestion des fichiers et des échanges autour des projets. Jusqu'à présent, l'utilisation d'une plateforme de gestion documentaire nécessitait donc un abonnement complémentaire. Désormais, donc les utilisateurs de Revit ou notamment d'Autodesk, il n'y a pas que pour Revit, il y a aussi AutoCAD et autres, bénéficient directement de cet environnement sans coût supplémentaire. C'est-à-dire que c'est compris directement dans l'abonnement. Cette solution permet de centraliser les fichiers projets, donc faciliter leur partage et améliorer donc la collaboration entre les différents intervenants. Donc quand je dis fichier projet, ça ne sera pas que du Revit. On va pouvoir partager du Revit, de l'AutoCAD, en fait d'autres produits Autodesk, mais pas que. Je vais pouvoir mettre des images, des PDF ou des fichiers issus d'autres logiciels comme du Excel ou du Word. On est vraiment sur une espèce de GED, en fait, c'est une base, c'est une base de partage où on va pouvoir déposer comme ça plusieurs types de fichiers qui seront exploitables et consultables donc par les différents intervenants du projet. Donc cette solution permet de centraliser donc les fichiers projets et faciliter leur partage, comme je le disais, et améliorer donc la collaboration entre les différents intervenants. Et il offre donc également un stockage illimité, donc permettant aux équipes de conserver et gérer leurs données sans contrainte de capacité. Donc, ce qui est plutôt pas mal, sachant que quand on partage au sein de l'entreprise, on est toujours limité par l'espace de stockage. Là, vu que c'est sur un serveur dédié, donc Autodesk, ben on a beaucoup plus de capacité quant à la gestion donc des fichiers. Donc en résumé, Format Data Management Essentials rend donc la collaboration plus accessible, simplifie la gestion documentaire et apporte donc une continuité entre les outils Autodesk et les besoins quotidiens des équipes projet. Voilà. Tic, tic, tac. Hop là. Pareil, on va pouvoir aussi, donc ce que j'expliquais juste avant, donc on va pouvoir centraliser les données donc pour mieux collaborer. C'est-à-dire la centralisation des données est un élément essentiel donc pour améliorer la collaboration sur les projets. Donc l'objectif en fait est de regrouper l'ensemble des informations nécessaires au projet dans un environnement unique, donc accessible par les différents intervenants. Ça évite d'avoir des fichiers sur le poste, sur un serveur A, un serveur B, chez un autre client. Là, ça permet de regrouper vraiment l'ensemble des données en un seul point. Donc, cela concerne notamment les plans qui peuvent être stockés, partagés et consultés donc par les équipes. Mais également la gestion des révisions, parce que au-delà justement Il est 12 heures. Au-delà du partage de fichiers en interne, on va pouvoir aussi les consulter, mais annoter ces fichiers. Donc la documentation associée au projet est également donc centralisée et permet donc de conserver l'ensemble des informations utiles aux mêmes endroits et d'assurer donc une meilleure traçabilité des échanges. Donc cette approche limite les pertes d'informations, réduit les erreurs liées aux différentes versions des fichiers et facilite donc la collaboration entre les équipes tout au long du cycle de vie du projet. Pareil, donc ce que je disais juste avant, c'est que on a la collaboration donc sur les projets, donc ce que je disais juste avant, donc les annotations, c'est-à-dire que la collaboration sur les projets est renforcée grâce à une meilleure gestion des annotations directement dans l'environnement de projet. C'est-à-dire que l'objectif est de faciliter les échanges entre les différents intervenants tout en conservant cette traçabilité, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent désormais mieux exploiter donc les nuages de révision pour identifier rapidement donc les zones ayant évolué et suivre les modifications apportées. On va pouvoir donc mettre des repères qui permettent également de faciliter la communication en attirant justement l'attention sur les éléments spécifiques au projet. Donc on va pouvoir générer ce qu'on appelle donc des promesses
problèmes qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir définir à un groupe, à une personne. Aussi, grâce à une meilleure gestion des annotations directes. Ouais, il y avait un écho, parce qu'il y a un micro qui s'était ouvert, hein. Donc cette fonctionnalité permet donc de fluidifier la coordination, de réduire les échanges dispersés, hein, notamment, et d'améliorer donc le suivi des décisions tout au long du projet. Et pareil, donc ce que je disais juste avant, donc sur la gestion des problèmes, c'est que la gestion des problèmes est un élément clé donc pour assurer un meilleur suivi des projets et faciliter donc la collaboration. C'est-à-dire que l'objectif est de centraliser donc les remarques et les demandes donc à un seul endroit et les utilisateurs donc peu importe l'utilisateur, dès lors où on a accès à la maquette, peuvent créer des problèmes. Donc, en associant des informations précises, comme une description, une localisation, un élément concerné. Donc, si jamais demain on me dit qu'il faut que je dois modifier le meuble de la cuisine parce qu'il n'est pas positionné au bon endroit, je vais pouvoir donc définir ce problème et alerter donc la personne concernée. Donc, soit je me l'approprie directement, soit je l'approprie donc à une tierce personne ou à un groupe référé. Donc, une fois créés, les problèmes peuvent être suivis tout au long donc du cycle. C'est-à-dire comme je disais, donc on va pouvoir l'attribuer, donc on va pouvoir attribuer un responsable, ajouter un commentaire et suivre l'avancement de chaque étape clé importante de sa modification, ou du moins de la modification du plan jusqu'à la validation, donc la finalisation de la modification. Alors c'est une nouveauté, c'est-à-dire que c'est intégré justement dans le workflow, dans le package, d'ailleurs format board, qui est un format board en fait un espace de collaboration visuelle qui facilite les premières phases de conception et en permettant en fait aux équipes de regrouper toutes leurs idées dans un environnement partagé. C'est-à-dire que les utilisateurs peuvent combiner donc différemment euh, peuvent combiner différemment, mais surtout qu'ils peuvent combiner différents types de contenus. C'est-à-dire qu'on peut mettre des plans, des images, des captures d'écran, des annotations ou encore des notes, afin de structurer en fait la réflexion et de faciliter les échanges autour d'un projet. L'objectif donc est de centraliser les informations de conception, d'améliorer la collaboration et vraiment d'unifier l'ensemble des idées. Et cela, on peut le faire en direct, c'est-à-dire qu'on peut être à 4, à 5, à 10. Alors bon, bien sûr, après à 10 sur un board, ça fait beaucoup, mais on peut être au moins, on peut être à plusieurs à façonner comme ça ce board en temps réel et tous en même temps. Et alors que Format Board intègre également donc des capacités d'intelligence artificielle, donc permettant de gérer des rendus, notamment donc sur des conceptions visuelles, si jamais voilà, on veut avoir une approche, une idée à comment va être tel ou tel agencement plus tard ou conception, on peut solliciter justement l'aide artificielle et l'intelligence pour nous générer justement une image. Donc en résumé, Format Board devient un véritable espace de brainstorming collaboratif qui connecte les idées, hein, les données du projet et l'IA pour accompagner les équipes dès la première étape de conception. Alors, je vous fais rapidement une petite voilà, là-dessus. Voilà, je vais aller sur Format Board. Ah, donc, on a une planche de travail où on a déjà recensé un certain nombre de contenus, c'est-à-dire qu'on est parti d'une maquette très vite avec un APS AutoCAD. On a généré donc des images, des visuels 3D qu'on a donc Revit et on a demandé, voilà, donc on peut mettre, on a la navigation, le déplacement, on peut mettre aussi des post-it, des annotations, on peut mettre pas mal de choses. Et là, un petit pense-bête, dire générer une vue réaliste dans un contexte urbain. Donc, via l'intelligence artificielle, donc on peut demander justement de nous générer cette image et voir dans un milieu urbain bah, à quoi ça pourrait ressembler.
ce qui est plutôt pas déconnant parce qu'on a vraiment une approche visuelle assez rapide de ce que l'on conçoit. Pareil, hein, en partant de là, ben, on peut demander d'autres types de vues. On pourrait très bien aussi, par exemple, sur la phase APS, voilà, on avait mis quelques zones et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas faire un visuel en fait, avec donc faire une vue justement réaliste avec l'agencement tout en conservant donc l'ensemble des espaces. Alors ce qu'il a fait, on n'est pas rentré dans un détail, mais il a repris le nombre de chaque pièce, il a récupéré donc l'ensemble des données, on va dire structurelles, et nous a fait une proposition directement, tout en conservant justement les espaces demandés. Vous voyez que ça devient beaucoup plus simple en termes de gestion si jamais on souhaite se projeter plus tard et voir si bah, du coup notre projet est plutôt viable ou pas, bah, ça nous permet d'avoir une indication. Pareil, si vous regardez le plan des WG, il n'y a pas d'agencement, donc on lui a demandé de nous générer un agencement selon ses idées. Donc là, on l'a laissé plutôt carte blanche par rapport à ça. Mais je pourrais très bien repartir donc par exemple d'un modèle et lui dire bah tiens je sais pas génère moi je veux le faire rapide, génère une vue réaliste sans rentrer dans le détail, hein. Voilà, c'est juste réaliste. Alors, je ne sais pas, comment dire, en termes de génération, si on a des jetons ou pas. Jusqu'à présent, ça fonctionne. Le reste, c'est plutôt pas mal. À voir quand on aura un peu plus d'informations par rapport à ça, peut-être faire un retour là-dessus, mais pour l'instant, je n'ai pas vu de limite, en tout cas, quant à la génération de rendu visuel. Ah, donc, ce qui permet, quand on est en réunion, voilà, on met ses idées, puis on se dit, bah tiens, bah, j'aimerais bien voir à quoi ça pourrait ressembler si on lui demande de nous générer telle ou telle vue. Pareil, je pense que c'est le fait de partager et d'être en communication. La ressource doit bugger un petit peu. Ouais. On va attendre un petit peu. Bon, généralement, c'est un peu plus rapide que ça. Je pense que le fait de partager l'écran et ça prend un peu plus de temps, mais voilà, pendant qu'il fait son workflow, vous pouvez aussi travailler. Donc voilà. Donc je vais le mettre ici, histoire de. Hop là, je vais l'agrandir un petit peu, histoire qu'on puisse zoomer. Et ouais, donc ça vous permet donc du coup de régénérer, vous voyez, donc des vues avec bah, l'ensemble des espaces dédiés. On retrouve bien l'escalier, le côté bureau, les sanitaires, les chambres, voilà. Donc ça permet un visuel beaucoup plus réaliste de ce qu'on se projette ou de la vision qu'on pourrait avoir en tout cas de la conception d'un projet. Et pour finir, donc on va aller sur donc la partie justement l'optimisation de l'utilisation de Revit. C'est-à-dire que on a l'écosystème Autodesk, hein, donc ne se limite pas aux fonctionnalités natives des logiciels. Donc grâce aux applications, aux API, au marketplace, alors anciennement appelé Autodesk App Store, aujourd'hui qui s'appelle Marketplace Autodesk, les utilisateurs peuvent enrichir en fait bah, leurs outils avec des extensions adaptées à leur métier. C'est-à-dire que le logiciel est très bien, on peut arriver à faire pas mal de choses, mais on arrive quand même à certaines limites. Et pour pallier à ces limites, en fait, on va tout simplement bah, aller sur le marketplace et télécharger des applications ou des add-ins hein, complémentaires qui vont venir se greffer à votre Revit. Donc, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça vous permet d'aller plus loin dans la conception et dans la réflexion. C'est comme pour votre smartphone, quand vous avez besoin d'une application, vous allez soit sur le Play Store ou ouais, le Play Store, vous allez vous télécharger des applications. Ben là, c'est le même principe. C'est-à-dire, dès lors où vous avez besoin d'aller plus loin avec une application, ben vous avez le marketplace qui vous permettra donc d'aller plus loin. Alors, bien faire attention parce que le marketplace, il y a tout type de contenu. Vous avez des contenus gratuits, des contenus payants et en version d'essai. Donc après, à vous de voir comment vous allez gérer, optimiser donc du coup
votre Revit selon les outils appliqués. Alors, n'ayez crainte, ces outils peuvent s'installer, se désinstaller à n'importe quel moment via le navigateur Windows. Donc, ce qui est plutôt pas mal justement pour faciliter le quotidien et aller plus loin donc dans la conception, dans Revit. Voilà pour ces nouveautés, en tout cas, et cette petite rétrospective pardon, de l'ancienne version de Revit et des nouveautés de Revit 2027. N'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur nos différentes plateformes, donc YouTube, LinkedIn et bien sûr notre site altam.fr. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou si vous voulez échanger ou voir les solutions qu'on propose, notamment, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir d'échanger avec vous et de vous accompagner sur l'évolution des différents produits Autodesk. Alors, Lycée, on a quelques petites questions. oui. Alors, il y en a une, c'était vers le début du webinaire lorsque tu parlais de l'IA. On Mhm. demande si c'est possible de faire des légendes de menuiserie avec l'IA. Dès lors où il faut partir du principe que le BIM, en fait, c'est un logiciel qui va rassembler un certain nombre d'informations. Donc, si l'information est renseignée dans la menuiserie, on peut demander justement à extraire ces données dans une nomenclature. Donc, il faudrait, après, bon, bien sûr, il faut voir dans quoi on va créer la menuiserie, mais on peut récupérer la donnée avec l'IA si c'est renseigné. Oui, il n'y aura pas de problème. Il faut toujours partir du principe que c'est vraiment un système d'information qu'on va générer. Si l'information est générée, on va la voir. Si elle n'est pas générée, on ne va pas la voir. Ça marche. Après, j'ai une autre question de la part de Martine. Actuellement, elle est sur Revit 2026 et Mhm. elle demande en gros comment passer sur Revit 2027. Alors, c'est très simple. C'est-à-dire que quand on a un abonnement Revit ou Autodesk de manière générale, mais je vais plutôt parler de Revit, on a accès à l'ensemble à l'ensemble du catalogue selon ce qu'on a pris. C'est-à-dire que Revit 2027, en fait, on l'a automatiquement. Il suffit juste de retourner en fait sur son compte Autodesk et de l'installer. Et en fait, on a droit à la dernière version en cours, donc on va dire 2027, et 3 versions intérieures à l'installation. Donc il faut tout simplement aller sur son compte, choisir Revit 2027 et l'installer. On peut avoir comme ça plusieurs versions de Revit. Par exemple, pour ma part, j'ai Revit 2027, 26, 25 et 24 d'installer sur mon poste. Donc ça n'empêche pas d'avoir plusieurs versions. Ok. Bah, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez des questions à mettre dans le chat ou à ouvrir au micro. Ah, j'ai une autre question du coup. Est-ce que format Oui. board, c'est payant ou pas? Alors, est-ce que c'est payant? Bonne question. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on l'a directement intégré avec. Alors, attendez, je vais quand même regarder. Qu'on l'a directement intégré dans ouais, Data Management Essentiel. Donc non, bon, c'est compris dedans. Il est dedans. Donc ça s'appelle tableau en fait. Et ensuite, on va pouvoir créer ces tableaux et rentrer dedans. Et définir après, du coup, son melting pot d'images et de projets dans ce tableau. Donc, il est compris normalement dans Data Management Essentials. Et pareil, alors si jamais, alors je sais pas si je vais pouvoir y accéder, je vais peut-être le faire comme ça. On va voir. Pour répondre à la question précédente, je sais pas si on va me demander de code ou pas. Ouais, c'est bon, je peux y accéder. Donc là, on va avoir l'ensemble des produits. C'est pour répondre à la question juste avant, vu que là, je suis passé sur Internet. Et en gros, quand on va aller sur Revit, Revit, est-ce que je l'ai passé? Il est là.
Donc, on a automatiquement accès à Revit 2027 et si je développe, bah, j'ai accès aux autres contenus de Revit. Donc, dès lors, on a un abonnement donc d'un an, sur un an, sur 3 ans, on a accès au contenu. Il suffit juste, donc, comme je disais, sur son compte et de venir télécharger et d'installer donc directement la dernière version. Sachant que de mémoire, l'Autodesk Assistant n'est pas sur la version 2026. Donc, Ok. si vous voulez l'utiliser, il vous faudra la 2027. Et toujours sur format board, est-ce que les collaborateurs doivent avoir le même ou pas forcément? C'est-à-dire, quand on dit le même, c'est... Je sais pas. C'était une question de Cyril, donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Ah, pour partager. Bah, en fait, vu que c'est un partage cloud, il n'y a pas de version en fait à l'utilisation. Il faut juste avoir accès à format data management essentiel et y accéder. C'est-à-dire que c'est vraiment un navigateur, enfin du moins une plateforme internet. Donc dès lors on a accès à format, on aura, vous voyez que vous avez plusieurs options. Vous avez data management, vous avez build. Donc dès lors vous avez accès à data management. Ce qui est normalement lié à l'ensemble donc des comptes, hein, parce qu'on l'a automatiquement. Donc je précise bien Essentials, parce que sur Essentials, il y a des contenus que vous n'avez pas selon les autres contenus, mais on va retrouver ici tableau. Donc il n'y a pas de problème de version entre les utilisateurs. Dès lors, on y en a accès. Et Normalement, tout le monde peut justement, il y a bosser une dessus. question par rapport à ça. On demande comment pouvoir accéder au data management essentiel. Enfin, où on le trouve sur la plateforme. Bah, en fait, il faut aller sur format, notamment, c'est-à-dire que vous avez, alors il faut faire attention parce que sur format, vous avez justement deux serveurs, le serveur européen et le serveur US, donc tout dépend là où vous stockez, où vous hébergez en tout cas votre projet, plus exactement. Mais une fois que vous l'avez, vous voyez que normalement, vous avez un contenu, c'est-à-dire que vous avez My Home, vous avez Data Management, vous avez Build, donc il suffit d'aller justement, quand vous allez sur ACC Autodesk, donc sur le mien, il est sur le contenu européen. Enfin, ce projet-là, en tout cas, parce qu'il y a d'autres projets sur d'autres serveurs, ben, il suffit juste dans l'onglet à gauche de venir défiler et choisir Data Management. Et dans Data Management, vous allez retrouver justement un certain nombre de produits, dont Tableau. Ok. Et Et je crois que pour ensuite, l'instant, il n'y a pas d'autres questions. cliquez dessus. Alors pareil, vu que c'est une interface cloud, vous n'avez pas besoin d'enregistrer, il n'y a pas besoin de faire de contrôle S ou autre ça. Vous fermez, une fois que vous avez vu vos idées en place, vous fermez le visuel. Par exemple, si jamais je décide de le supprimer, je ferme ma fenêtre, voilà, je reviens dessus. Il va garder la partie supprimée. Donc c'est vraiment en temps réel, quoi. Je vous souhaite une très belle et excellente journée. Bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Et n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter ou à nous contacter donc sur nos différentes plateformes. Et on se fera un plaisir d'échanger avec vous.